à tous. Donc, on va commencer cette présentation, comme je vous l'ai annoncé en préambule, par effectuer un petit sondage. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui sont équipés d'un smartphone, vous pouvez scanner ce QR code qui va vous amener directement sur la page d'un sondage où vous avez donc les 4 questions qui sont indiquées ici. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rentrer à la main en fait, l'adresse. Alors, c'est l'adresse courte, mais qui n'est pas si courte. Donc, on va vous laisser 2 petites minutes pour essayer de remplir ce sondage. L'idée étant de ne pas réfléchir, mais de vraiment donner vos réponses, les premières réponses qui vous viennent à l'esprit quand vous lisez ces questions. C'est choix multiples. Ah oui, donc il y a donc les 3 questions à choix multiples, donc vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Et il y a une question à choix unique, la question numéro 3. Donc n'hésitez pas, ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas équipés pour répondre de manière digitale, en tout cas vous pouvez vous interroger vous-même sur votre point de vue vis-à-vis de ces questions. Donc qui sont la première liée aux exploitations minières. Est-ce que vous considérez que ces exploitations minières sont indispensables pour le développement ? Qu'il faut aller vers une décroissance, si ce n'est arrêter d'exploiter les ressources naturelles, favoriser le recyclage, ou bien est-ce que vous êtes sans avis, ce qui est tout à fait votre droit. La question 2 à choix unique vous demande si, a priori, quel serait votre ressenti face à un projet minier qui aurait été autorisé à proximité de chez vous. Donc, la proximité étant dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de chez vous. Est-ce que vous seriez plutôt favorable, défavorable? Cela dépendrait des détails du projet minier. Ou encore une fois, est-ce que vous n'avez pas d'avis? La question 3 s'interroge sur les principales raisons qui feraient que vous seriez contre le développement d'un projet minier à proximité de chez vous. Donc, est-ce que ça serait... Donc là, c'est à choix multiples. La dégradation de l'environnement, les impacts sanitaires, les nuisances associées, comme le bruit ou les émissions de poussière. D'autres raisons, aucune des raisons que nous avons évoquées, ou est-ce que vous êtes encore sans avis? Et une dernière question, donc cette fois-ci, quelles seraient les principales raisons qui feraient que vous seriez favorable à des exploitations minières à proximité de chez vous? Est-ce que ça serait les retombées économiques, le lapsus, les créations d'emplois, les circuits courts ou la réindustrialisation? D'autres raisons éventuelles auxquelles on n'a pas pensé, aucune d'entre elles, ou est-ce que vous êtes sans avis? J'espère que vous avez pu voter. On va essayer de regarder quels sont les résultats, si j'y arrive. Il y en a qui jouent encore. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, en tout cas, il y a... Ouh là là. Je vais vous demander d'arrêter de voter. Je ne vais pas y arriver. Merci, en tout cas, pour les votants. Donc oui, en tout cas, il y a quand même une majorité, du coup, maintenant, qui a changé pour favoriser le recyclage ou aller vers une décroissance. Ça n'a pas changé de ce côté-là. On va regarder la réponse 2, s'il vous plaît, ne votez plus. C'est la première fois que j'utilise ce système, à vrai dire. Donc, le ressenti face à un projet minier, alors pour la majorité d'entre vous, ça serait en fonction des détails du projet minier, ce qui est une petite surprise pour nous, on doit le dire. Sur la question suivante, les raisons qui feraient que vous seriez contre, alors pour l'ensemble, pour 25 d'entre vous, c'est la dégradation de l'environnement, puis les impacts sanitaires et les nuisances. Donc, en gros, vous êtes d'accord avec toutes les propositions qu'on a mises en avant. Et ceux qui seraient pour, donc il y en a un seul qui a aucune de ces raisons, en fait, qui ferait qu'il serait contre. C'est quand même intéressant. Et sur les raisons qui feraient que vous seriez favorable, donc il y en a 3 d'entre vous qui disent aucune raison fait que vous seriez favorable, donc c'est assez intéressant aussi. Après, en premier, ça serait donc favoriser les circuits courts, ainsi que la création d'emplois et la réindustrialisation qui vont un petit peu avec. Je ne sais pas, Marie, si tu veux commenter. Alors, on a des résultats qui sont un peu semblables et un peu dissemblables du même public qu'on a eu à Annecy la semaine dernière. Alors, on va commenter les résultats au fur et à mesure de notre exposé. On y reviendra. C'est Magali, la professionnelle de l'affichage. Alors du coup, on a décidé de commencer cet exposé en se posant la question de la définition de la transition. Qu'est-ce que c'était? Puisque c'est les ressources minérales dans la transition. Donc la première définition très très basique, une transition, c'est le passage d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre.
Dans la transition qui nous intéresse, cette transition, c'est le nouveau vocable de ce qu'on appelle, ou qu'on appelait, qui est devenu un peu en désuétude, le développement durable, qui avait, lui, l'avantage en fait d'être vraiment un système. Alors on est allé chercher sur Internet les objectifs du développement durable, c'est ce qu'on appelle aussi les objectifs du millénaire, qui permettent de prendre en compte les aspects multifactoriels de la société. Et ce développement durable, comme on ne savait plus très bien par quel bout le prendre et on ne savait plus comment réactiver quelque chose qui s'était banalisé, on a changé en fait de vocable. La transition, c'est devenu quelque chose de très très à la mode. C'est la transition, on en a connu beaucoup dans l'histoire. Généralement, une transition, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut qu'on y rajoute un adjectif qualificatif derrière pour savoir de quoi on parle. Si je vous dis transition démographique, vous avez des souvenirs de l'école qui vous reviennent en tête. Vous savez tous de quoi je parle. Si je vous dis transition politique des pays du bloc de l'Est vers les pays d'économie de marché, vous voyez à peu près de quoi je parle. Aujourd'hui, on va parler principalement, nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la transition écologique, c'est-à-dire essayer de trouver des réponses aux enjeux socio-environnementaux. Principalement, le principal levier, ça va être le changement climatique, dans un contexte de développement durable, parce que c'est le contexte dans lequel on évolue tous, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un contexte de développement, de croissance, puisqu'on n'a pas changé, jusqu'à preuve du contraire, de système économique. On va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la transition énergétique. Donc cette transition énergétique, elle s'inscrit dans une transition écologique où on va essayer de passer d'un système énergétique à un autre système énergétique qui serait plus durable. Une des définitions de la transition énergétique, c'est passer d'un système d'utilisation des énergies de stock à un système d'utilisation d'énergie de flux. Et on va essayer de vous montrer que dans ce qu'on nous dit être la transition énergétique aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va vous faire revoter. Après, c'est le dernier sondage. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez de la transition. Non, c'est pas vrai. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez des mines. Du coup, c'est un autre QR code qui vous donne accès à un autre sondage avec 3 questions. C'est un petit peu plus court, avec des choix uniques cette fois-ci. Savoir si vous considérez que la transition, c'est quelque chose d'inévitable, si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas du tout d'accord, ou si vous n'avez pas d'avis. Si vous considérez que dans cette transition, les véhicules électriques, c'est une bonne alternative aux véhicules thermiques, si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, ou sans avis. Et si vous considérez que les énergies renouvelables, alors énergies renouvelables, on entend plutôt éolien et photovoltaïque, sont une bonne alternative aux énergies fossiles ou nucléaires. Vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas du tout d'accord, ou est-ce que vous êtes sans avis? Du coup, déjà, vous êtes amélioré, vous êtes plus nombreux. Oui. Alors, globalement, c'est une réponse assez unanime. Dans la salle, tout le monde considère que la transition est inévitable en étant plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec ça, qui est l'énorme majorité des réponses. Ensuite, des réponses un petit peu plus variées, en considérant que les véhicules électriques sont une bonne alternative. Vous êtes en majorité plutôt pas d'accord, vous me faites plaisir. Avec d'autres réponses qui ne sont pas du tout d'accord, vous me faites encore plus plaisir. Et par contre, plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'on va discuter pas mal de ça aujourd'hui pour voir quels sont les points positifs et les points un peu négatifs de ces propositions technologiques. Et je considère que les énergies renouvelables sont une bonne alternative aux énergies fossiles ou nucléaires. Vous êtes en grande majorité plutôt d'accord, donc tout à fait d'accord. Et il y a quand même un petit quart qui est plutôt pas d'accord. On reviendra après dans les questions et on va essayer de vous présenter en fait les différentes choses. Du coup, la transition énergétique, je rebondis sur le dernier sondage, dans le sens où ceux qui sont plutôt pas d'accord sur les énergies renouvelables, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire. La transition énergétique, c'est ce que je vous ai dit, c'est le passage d'utilisation d'énergie de stock à des utilisations d'énergie de flux, mais c'est surtout un principe de sobriété. La meilleure énergie qu'on produit, c'est celle qu'on ne produit pas, justement, c'est celle qu'on n'utilise pas. L'idée de cette transition énergétique, pour réduire les émissions de carbone, ça va donc être d'abord d'être sobre, ensuite d'être efficace
et en dernier, d'utiliser les énergies renouvelables pour pouvoir abandonner les énergies fossiles. Tout ça, ça va nous amener en fait à utiliser de nouvelles technologies dans un principe de sobriété. Alors, on va regarder, avant de regarder comment ces énergies vont être utiles, on va déjà faire un bilan des besoins en métaux dans les sociétés actuelles et en particulier dans ce monde en transition, notamment en transition énergétique. Donc ici, vous allez avoir deux graphiques. Le graphique de gauche vous indique la quantité de ciment nécessaire pour produire 1 MW d'énergie pour les différents types d'énergie. Donc vous avez le nucléaire, le gaz et le charbon dans la partie un peu brunâtre et les énergies renouvelables dans la partie bleue. Et le diagramme de droite vous indique la même chose, mais pour une consommation de cuivre. On pourrait vous montrer un diagramme similaire pour l'aluminium, pour le fer ou d'autres types de métaux. La première chose qu'on constate, c'est que pour produire de l'énergie, on a besoin de ressources minérales. Que ce soit des granulats ou du sable pour constituer du ciment, on en a besoin partout et là où on en a le plus besoin, c'est pour produire des barrages hydroélectriques, pour construire ces barrages hydroélectriques. Mais on a également besoin de tout un tas de métaux. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde ces métaux, c'est que finalement, ce sont les énergies renouvelables qui vont être les plus consommatrices en métaux pour produire la même quantité d'énergie. Donc typiquement, le photovoltaïque et l'éolien, donc on va avoir besoin de cuivre, mais on va avoir besoin également de fer, d'aluminium, ce qu'on appelle les métaux de base pour toute activité industrielle, et on va avoir besoin, on va en parler dans les diapos suivantes, d'autres types de métaux qui sont beaucoup moins courants, qu'on appelle les métaux critiques, voire les minéraux, les métaux rares. Alors, non seulement on a besoin de ces métaux pour produire de l'énergie dans les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, mais on a besoin également de ces métaux pour stocker l'énergie au niveau de batterie et pour le transférer aussi dans les réseaux, notamment les réseaux électriques. Donc, si on a besoin de ressources minérales pour produire de l'énergie, eh bien, il faut savoir qu'on a également besoin d'énergie pour produire des ressources minérales, du moins pour les extraire. Le diagramme qui est affiché ici vous montre la quantité d'énergie nécessaire pour extraire différents types de minerais en fonction de ce qu'on appelle leur dilution, qui est en gros l'inverse de la teneur. En gros, plus mon métal est dilué, plus sa teneur va être faible. Donc par exemple, si on veut extraire du fer, qui est un minéral qui a une forte concentration dans les roches, dans les minerais d'où on l'extrait, on a besoin quand même d'une certaine quantité d'énergie. Mais pour extraire, par exemple, de l'or, la même quantité d'or, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, tout simplement parce que l'or est beaucoup moins concentré. Ce que nous montrent ces deux diagrammes, c'est qu'en fait, la question de l'énergie et la question des ressources minérales sont très liées et on ne peut pas réfléchir en termes de production d'énergie sans réfléchir à l'extraction des matières premières et inversement. Donc ça, c'est vraiment un premier point vraiment important. Les deux ne peuvent pas être déconnectés. Si on passe dans notre monde en transition et qu'on s'intéresse notamment aux véhicules électriques, il y a les politiques actuelles nous incitent à aller vers des véhicules électriques et on nous indique même que d'ici une dizaine d'années, tout le parc automobile devra être électrique. Si on regarde un petit peu plus près la quantité de métaux dont on a besoin pour produire des véhicules électriques, on se rend compte, c'est ce que montrent les graphes ici, que dans un véhicule électrique, on a beaucoup plus de métaux que dans un véhicule thermique. En gros, ici c'était une Seat Ibiza de mémoire, on passe de 800 kg de métaux dans un véhicule thermique à 1200 kg. Donc on ajoute 50% de métaux dans le véhicule électrique. Ces métaux, ils se retrouvent essentiellement dans la carrosserie, ici en orange, et surtout dans tout ce qui va être le réseau électrique et l'électronique qui contrôle le véhicule électrique. Donc on a une croissance des besoins en métaux pour produire des véhicules électriques.
Quand on regarde un peu plus près, ici vous avez un tableau périodique des éléments, on se rend compte qu'il y a tout un tas de métaux dont on a besoin en quantité, notamment du fer, de l'aluminium et du cuivre, nos fameux métaux de base, mais il y a tout un tas de cortèges de métaux beaucoup plus rares, notamment ici les terres rares, dont on a beaucoup besoin. Vous voyez ici on a une flèche qui est double par rapport aux autres. Donc dans les véhicules électriques, on a un besoin en terres rares, en cobalt, en lithium, mais aussi en métaux de base, qui est beaucoup plus important que dans les véhicules thermiques. Ce qui fait qu'effectivement, dans le cadre d'une transition, ce n'est pas forcément l'idéal en réalité. Par ailleurs, on est dans un monde de plus en plus connecté. D'ailleurs, on avait besoin que vous soyez connectés pour répondre à nos sondages tout à l'heure. Et donc, dans ce monde connecté, on a de plus en plus de capteurs électroniques, notamment dans les maisons. Peut-être certains d'entre vous, vous avez de la domotique dans vos maisons pour contrôler les volets roulants, pour contrôler votre chauffage, etc. Et donc, tous ces capteurs électroniques et tous les réseaux de communication font qu'on a besoin d'énergie pour faire fonctionner ce monde connecté, ces villes connectées. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qui dit besoin d'énergie, dit besoin de métaux, que ce soit pour les capteurs ou pour la production d'énergie. Donc en fait, le monde connecté qu'on nous vend comme étant de la transition, c'est un monde où on a besoin d'encore plus d'énergie et d'encore plus de métaux que ceux dont on a besoin actuellement. Alors, on a commencé par le développement durable, on y retourne un petit peu puisqu'on est aussi dans un monde qui connaît des dynamiques qui lui sont propres, qui ne sont pas seulement liées à la transition. La demande en minéraux et en métaux, elle augmente aussi du fait tout simplement de l'augmentation de la population. Elle augmente aussi puisqu'on a une tendance au développement, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont accéder à des biens de consommation. Donc, ces deux choses-là font que l'augmentation de la demande en métaux, elle augmente aussi de manière mathématique, voire arithmétique. On a aussi un développement industriel qui est de plus en plus important avec la multiplication des biens de consommation. Et donc, sur les graphiques, là, vous pouvez voir l'augmentation. Merci. L'augmentation de ce que disait Magali, en fait, on le voit très très bien, la courbe est exponentielle en fait, de différents métaux de base qui servent à la consommation, à la production de biens de consommation. Ce qu'on observe aussi avec l'augmentation du niveau de vie, c'est que les métaux qu'on va utiliser vont être de plus en plus variés et les alliages vont être de plus en plus variés. Sur ce graphique-là, vous voyez qu'on a classé entre pays émergents et pays développés sur l'abscisse, où on va utiliser plutôt dans les pays émergents des alliages qui sont plutôt simples, avec des métaux plutôt de base. Et plus on augmente dans le niveau de développement, plus on va aller vers l'usage de métaux qu'on peut appeler high-tech, c'est-à-dire la multiplication aussi des alliages métalliques qui vont permettre de donner accès à des biens de consommation connectés, des biens de consommation high-tech. Donc, si on additionne tout ce qu'on vient de vous dire, ce qu'on peut résumer, et ça monte sur toutes les courbes qu'on montre, c'est de l'exponentielle, on a une explosion de la demande qui est actuelle, mais c'est une explosion de la demande qui est aussi une explosion de la demande à venir, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des courbes qui ont tendance à s'aplatir, bien au contraire, à la fois de métaux de base et à la fois de métaux rares. Donc ça signifie que très probablement, ça peut provoquer des sources de tension pour répondre à la demande en métaux. Donc justement, vu qu'il va y avoir des tensions sur l'approvisionnement, on va regarder maintenant où est-ce qu'on va s'approvisionner en métaux et qu'est-ce que ça implique. En gros, c'est quoi une exploitation minière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des métaux, il y en a évidemment partout dans la Terre. Toutes les roches contiennent différents métaux dans des concentrations différentes. Donc, vous avez ici, par exemple, une colonne qui vous montre la teneur en métaux de divers métaux dans les roches qu'on a sous nos pieds. Mais généralement, ces teneurs sont trop faibles pour qu'on puisse les extraire et extraire les métaux. Du coup, il faut que les métaux se concentrent dans les roches par tout un tas de processus géologiques très variés.
qui vont permettre d'enrichir les métaux. Donc pour qu'un métal soit suffisamment concentré pour être extrait, il faut, en fonction des métals, qu'il soit concentré quelques fois, alors une dizaine de fois pour le fer, ou quelques milliers de fois, par exemple 4000 fois pour l'or. Et de ce fait, on va extraire les métaux dans des roches très riches ici en or. Tout ce que vous voyez de jaune, c'est de l'or. On est très loin des très faibles quantités. Ou ici, par exemple, un gisement de plomb et de zinc. Donc là, tout ce qui est un peu argenté contient du plomb. Ces minéralisations, ce sont des processus géologiques, donc ce sont des processus très lents, très longs, qui se forment pendant des millions d'années en général, et surtout, ça se forme en profondeur. Beaucoup de gisements se forment à plusieurs kilomètres de profondeur, et donc, nous, quand ces gisements, on les exploite en surface, ça veut dire qu'il y a eu d'autres processus géologiques qui ont permis à ce minerai de remonter à la surface. Donc on exploite des choses qui se sont formées il y a souvent des millions d'années, voire des centaines de millions d'années. Quand on va développer un projet minier, il y a toute une histoire minière. Un cycle minier, un projet minier, c'est un projet de développement sur 30 ou 50 ans. Alors, de développement, on va regarder du coup les différentes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase d'exploration. On va chercher partout dans le monde des endroits qui vont être susceptibles de contenir de la minéralisation enrichie en métaux. Ces techniques d'exploration, elles peuvent durer quelques années et ne pas déboucher sur un projet minier parce qu'on n'a rien trouvé d'intéressant. Mais si on a des choses de plus en plus intéressantes, ça peut durer une dizaine d'années avec tout un tas de techniques plus ou moins aéroportées, plus ou moins invasives, allant jusqu'à des prélèvements d'échantillons sur site. Quand on a trouvé une cible, on va ensuite évaluer son potentiel minier. Notamment, on va déterminer ce qu'on appelle les réserves, en gros la quantité de métaux qui est disponible. Et en fonction du cours du métaux, en fonction du coût de production, on fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité. À ce stade, il y a à peu près la moitié des projets miniers qui vont s'avérer non viables et qui ne verront pas le jour. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les projets d'exploration minière, on est à moins de 1 projet sur 100 qui atteindra la fin de l'exploration et la phase d'étude de faisabilité. Donc, sachant qu'après, il y a 1 projet sur 2 qui sera abandonné, on est en moyenne à 1 projet sur 200 qui verra le jour. Une fois que le projet s'avère réalisable et économiquement viable, on passe à une phase de construction qui va durer quelques années et la phase d'exploitation, de production de matières premières elles-mêmes, qui va durer quelques dizaines d'années en général. Donc selon les métaux, ça peut être 10 ans ou ça peut être une trentaine d'années. Donc ici, on peut avoir des exploitations en souterrain, à travers des galeries creusées jusqu'à quelques kilomètres de profondeur. On peut avoir désormais de plus en plus des exploitations à ciel ouvert, donc des énormes trous béants dont le plus gros fait 4 km de diamètre et 1,5 km de profondeur, notamment dans les Andes. Et on va avoir également tout un procédé de traitement de minerais dont je vous parlerai tout à l'heure. Lorsque on a épuisé le minerai ou quand il n'est plus économiquement intéressant d'exploiter le minerai parce que les coûts, par exemple, sont trop bas, les cours sont trop bas, on va fermer le site et on va rentrer dans la phase de réhabilitation du site minier où on va effacer un peu les traces visibles et, si possible, invisibles de l'exploitation minière pour rendre le site minier dans un état acceptable. Alors derrière acceptable, on peut mettre beaucoup de choses. Dans la phase de production, l'idée c'est donc d'extraire du minerai, de concentrer ce minerai par tout un tas de processus qui sont notamment chimiques pour former ce qu'on appelle un concentré, donc ça c'est les étapes de minéralurgie. Et à partir de ce concentré, on va avoir des traitements chimiques, souvent avec de l'acide, avec du cyanure notamment, ou avec des procédés thermiques où on va brûler le concentré pour former des lingots ou des anodes de métal pur.
À chaque étape ici, on va produire des déchets. On va produire des déchets solides qu'on va appeler des stériles, qui le sont plus ou moins en réalité, qui contiennent toujours des métaux mais dans des quantités qu'on n'arrive pas à extraire. Et associés aux phases de minéralurgie et de métallurgie, on va également produire des déchets liquides, notamment liés à tous les adjuvants et à tous les acides qui ont été utilisés. Pendant la phase de métallurgie, on peut également avoir des émissions de fumée qui sont faites notamment quand le procédé est de l'ordre et par le feu qu'on fait de la pyrométallurgie. Du coup, tous ces déchets, ils se retrouvent évidemment dans l'environnement. Ils vont être stockés pour les déchets solides, ils vont être stockés en surface. Ils vont pouvoir être source de pollution, pollution des eaux, pollution des sols. Les fumées peuvent être source de pollution atmosphérique et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand il n'y avait pas de filtre sur les cheminées, on avait ensuite des pluies acides et donc plus un arbre aux environs. Les stocks de déchets miniers et métallurgiques, donc des fois ça crée des immenses bassins de rétention où il y a de l'eau évidemment avec. Et il arrive que ces barrages qui retiennent ces stocks se rompent et on a dans ce cas-là des énormes inondations comme on a pu avoir au Brésil ces dernières années. À cela, on va ajouter évidemment un premier impact environnemental qui va être tout simplement la dégradation des habitats puisqu'on va remplacer un milieu qui est en tout cas plus ou moins vierge d'activité humaine par un site industriel qui s'étale sur des kilomètres carrés en général. Et en plus, il va y avoir tout un tas de nuisances, notamment sonores, liées au trafic qui va être augmenté, et également aux émissions de poussière qui peuvent en résulter. Donc les impacts environnementaux des mines, il est certain qu'ils sont considérables, même si on peut essayer de les réduire au maximum. On ne peut pas les réduire à néant dans tous les cas. Ces impacts et notamment ces pollutions environnementales, elles sont pérennes dans les sols et dans les sédiments, dans l'environnement, pendant plusieurs centaines d'années au moins. Ce que montrent certaines études, ici vous avez les études d'une collègue qui a travaillé sur des anciennes mines, des mines notamment moyenâgeuses, voire antiques et plus récentes dans les Cévennes et dans le Morvan. Ce qu'on constate, c'est que dans les sites à proximité des sites miniers, notamment les plus récents, on a des contaminations dans les sols qui sont les plus importantes. De la même manière, on a des contaminations des rivières, des sédiments de rivières qui sont les plus importantes. Et si on regarde les organismes qui vivent dans ces milieux, on se rend compte qu'en fait, ils absorbent une partie des métaux dans leur organisme, notamment par exemple les reins de souris qui vont être plus riches en plomb dans les sites miniers les plus contaminés que dans les autres. De la même manière, des mousses aquatiques vont contenir plus de plomb dans ces sites les plus contaminés. Et donc là, même plusieurs centaines d'années après la fin des exploitations. Alors, tous ces métaux et tous ces impacts que vient de présenter Magali, on va devoir aller les chercher. Et on va devoir aller les chercher sur des territoires qui sont, pour la plupart, occupés par des populations qui sont ou non favorables à l'exploitation minière. Alors, je reviens juste sur la diapo qui est en train de projeter. Ici, vous avez une fresque. On est dans les Andes. Et les gens ont représenté ce qui pour eux était le plus important dans leur territoire. Donc vous voyez, vous avez les formes d'agriculture avec les chèvres et les lamas. Ça dit « Somos el pueblo del sol », donc le soleil. Et puis vous avez représenté ce qui correspond à la lutte la plus importante pour ces peuples, c'est la lutte pour l'eau et surtout la lutte pour une eau de qualité. Alors, on est dans un monde globalisé, je ne vais rien vous apprendre. Si vous regardez sur la carte mondiale de d'où viennent en fait les métaux qui composent votre téléphone portable, vous vous rendez compte qu'on a une localisation qui est majoritairement au sud, avec une exception qui est un pays qui est au sud, mais qui a des caractéristiques de pays développés, qui est l'Australie. Il y a deux exceptions à ce que je vais vous dire, c'est l'Australie et le Canada, qui sont des grands pays miniers et qui ont fait le choix de l'exploitation minière et d'industrialisation à partir de ces exploitations. Et puis la Chine, qui, elle, est le nouvel acteur global dans ces chaînes globalisées de matières premières et de métaux.
La Chine qui, elle aussi, a la double casquette puisqu'elle extrait des métaux sur son sol, mais aussi elle les transforme. Alors, si on regarde de manière un petit peu plus variée d'où on extrait les métaux, là, vous avez la production mondiale de cuivre, de minerais de fer, d'or, de nickel, etc. On se rend compte que la géographie, elle ne change pas fondamentalement. On reste au sud, avec la Russie qui apparaît aussi, donc des pays émergents. Et donc, on a un certain nombre de gisements historiques qui aujourd'hui sont en déclin. On avait des mines en Europe, elles ont quasiment toutes fermé. Et on a des nouveaux territoires. Alors, des gisements historiques, je vous l'ai dit, Canada, Australie, États-Unis aussi, qui restent encore assez actifs. Mais on a aussi des nouveaux territoires qui sont des nouvelles formes de colonisation minière. Je pense en l'occurrence à l'Argentine, par exemple, puisque le Pérou, la Bolivie, le Chili, c'est aussi des très anciens pays miniers. Vous connaissez tous le Cerro Rico de Potosí, qui a fait la fortune de la couronne espagnole. Donc on va soit coloniser de nouveaux territoires pour répondre à cette demande de matières premières, soit augmenter les phénomènes de dépossession des matières premières au profit d'une économie mondiale. Il y a un géographe, David Harvey, qui appelle ça l'accumulation par dépossession. On va accumuler du capital dans l'économie mondiale du fait de grandes entreprises transnationales en dépossédant les populations locales et les pays de leurs matières premières. Alors, si je vous donne l'exemple du lithium, c'est assez frappant. Comment elle se lit cette carte? Elle est assez facile. Alors le lithium, on vous l'a dit, hein, ça sert à produire principalement des batteries de téléphones portables et batteries pour la mobilité électrique de plus en plus. Alors cette carte, elle se lit assez facilement. La production de lithium, c'est le demi-cercle que vous avez qui va changer de couleur en fonction de si on le transforme ou pas. Le lithium, c'est une géographie qui est assez simple, qui est encore assez simple, puisque vous avez grosso modo 4 grands producteurs. En premier, l'Australie, puis le Chili, puis la Chine, puis l'Argentine. Et après, c'est vraiment marginal. Si vous regardez, en fait, on voit beaucoup de verre. Le verre, en fait, c'est la production brute de la matière première. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le lithium et on ne va pas tellement le transformer, on va l'exporter vers les pays qui ont un petit rond rose, qui est la transformation dans une forme de lithium qu'on va pouvoir utiliser pour faire des batteries, ce qu'on appelle du lithium grade batterie. Et donc ces pays-là qui vont donc produire de la valeur ajoutée à la matière première, ça va être la Chine, ça va être le Japon, ça va être un tout petit peu le Chili qui commence à se doter d'un outil industriel. Et puis vous allez voir les États-Unis qui, eux, ont développé à la fois la matière et à la fois les processus d'industrialisation. Vous voyez qu'en Europe, on voit apparaître en fait le petit point de production. Le seul pays qui produit du lithium pour le moment, c'est la Pologne. Mais il y a plein de projets d'exploration. Vous en avez peut-être entendu parler de celui qui existe en Bretagne ou dans le Massif central. Ce n'est pas le cas, vous allez en entendre parler. Du coup, c'est une géographie qui est encore assez simple, mais qui montre bien cette division internationale du travail. C'est-à-dire qu'on va extraire dans les pays du Sud et on va transformer dans les pays du Nord ou en Chine. Et la Chine, si vous regardez, c'est elle qui tient la grande majorité, 85% des batteries qu'on utilise dans les véhicules électriques sont produits en Chine ou en Asie du Sud-Est. Donc, on a vraiment en fait des territoires qui vont contribuer de manière très différente à cette transition énergétique, puisque globalement, les véhicules électriques, ils vont être utilisés en Europe, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis et en Chine. Alors, beaucoup en Chine, mais pour d'autres raisons, ce n'est pas pour la transition, c'est juste parce que leur air est plus respirable et que pour le coup, ça a un avantage certain. Donc, on a vraiment un système global qui va transférer des matières premières entre des zones d'extraction et des zones de consommation. Donc on a vraiment une opposition qui s'inscrit à travers la transition énergétique dans une opposition nord-sud. Alors cette opposition nord-sud, elle a aussi d'autres impacts, d'autres effets délétères, puisque en fonction de la solidité politique et de la stabilité politique des différents pays dans lesquels on extrait les matières premières, on peut aussi avoir des problèmes de corruption, des problèmes
de violence assez flagrante. On vous a mis la petite image qui représente la République démocratique du Congo, puisque la République démocratique du Congo est le premier pays exportateur de cobalt, qu'on utilise aussi dans nos batteries. Et donc avec des vrais risques sociaux qui existent. Donc, Magali vous a parlé des risques environnementaux, c'est cette partie en verte, des risques sociaux qui ne peuvent être contenus, en fait, ces risques, que s'il y a la mise en place en fait, d'une bonne gouvernance et donc aussi d'États forts qui vont réguler l'extraction de ces ressources, qui sont la plupart du temps le fait d'entreprises transnationales. Alors, de plus en plus, on voit dans ces pays qui fournissent en fait la matière première pour nos transitions énergétiques, eh ben, des contestations. Alors, les contestations, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Vous voyez, j'ai repris en fait la une d'un magazine qui reprend le titre d'un excellent livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », en le transformant un petit peu, en l'appelant les veines vides de l'Amérique latine, qui conteste en fait ce modèle de... Alors, c'est ce qu'on appelle les nouvelles colonialités environnementales, c'est-à-dire qu'au nom d'une transition énergétique, au nom d'une lutte contre le changement climatique, on va reproduire des comportements coloniaux. Alors, ce n'est plus des comportements coloniaux dans la société, mais c'est des comportements coloniaux dans l'implantation en fait, d'entreprises sur le sol de ces pays. Alors vous êtes beaucoup plus conciliant dans les sondages, vous avez marqué ça dépend des caractéristiques du projet. En Amérique latine, ils sont beaucoup moins conciliants. Là, ce que je vous projette, c'est la carte des conflits qui sont liés à des exploitations minières en Argentine, qui concernent quasiment exclusivement des populations autochtones. Alors pour une raison simple, si vous êtes aux États-Unis et que vous trouvez un gisement, on va dire un gisement de pétrole dans votre jardin, vous êtes riche. Parce que le pétrole, il vous appartient, vous pouvez creuser. Si vous êtes français ou si vous êtes argentin, chilien, péruvien et que vous trouvez du pétrole dans votre jardin, vous êtes ruiné. Parce que le pétrole, il ne vous appartient pas, il appartient à l'État. Et l'État a le droit de poser une concession sur votre terrain, une concession qui prime sur la propriété privée. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce qu'une entreprise multinationale vienne perforer ou ouvrir une mine à ciel ouvert dans votre jardin. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de négocier la compensation, la perte. En fait, vous négociez en disant, ben voilà, dans le jardin, j'avais 3 fleurs, ça vaut quoi 3 fleurs? J'avais 3 lamas qui paissaient, ça vaut quoi 3 lamas? Et la compagnie minière, elle a autrement plus de capacité à négocier que vous. D'autant plus que ces communautés locales, généralement, c'est de la propriété collective. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de propriété privée, donc elles n'ont pas de titre de propriété privée la plupart du temps. Souvent, elles sont en demande de ces titres-là, qui ne leur sont pas forcément reconnus, et donc elles n'ont rien à opposer aux compagnies minières. Rien, sauf peut-être la mondialisation, qui est plutôt le bon côté de la mondialisation, parce que ces communautés, elles commencent à s'organiser en réseau, et elles utilisent principalement les réseaux sociaux, et ça c'est un des exemples, c'est un site de mise en contact en fait, de ces collectivités, qui vont partager des expériences les unes avec les autres en disant « Nous, on a réussi à arrêter la compagnie minière, voilà comment on a fait. On est allé voir tel avocat qui nous a conseillé de faire ça, de porter plainte devant telle cour de justice. On a fait tel recours, tel recours, tel recours. On a bloqué le processus parce qu'on n'a pas répondu aux questions. » Donc en fait, ces populations, elles mettent en place des stratégies qui leur permettent de contrer les compagnies minières. Alors, ces contestations, elles se lisent aussi à différentes échelles territoriales, puisque vous avez à la fois les communautés qui vont défendre sur place leurs droits, généralement leur accès à la ressource, alors principalement la ressource en eau. Ici, vous avez une photo d'un des conflits qui a fait le plus parler de lui, c'est le conflit de la mine Conga au Pérou. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez regarder, c'est un film qui s'appelle « La fille de la lagune » qui raconte très très bien ça. C'est toute une communauté paysanne qui s'est mobilisée pour garder physiquement, s'installer physiquement près des grands lacs d'altitude qui devaient être détruits par une compagnie minière pour creuser un open pit pour chercher de l'or et qui ont réussi à gagner. Alors il y a eu des morts parce que l'État a voulu faire respecter la concession et donc envoyer l'armée.
Mais cela dit, c'est un des exemples emblématiques qui fait que ces communautés paysannes, ces communautés locales, arrivent parfois à avoir gain de cause. Et ce gain de cause, il est de plus en plus nombreux. Alors, ce qui est super intéressant, c'est dans les échelles de protestation, vous avez en haut des protestations, vous voyez, c'est des gens qui se sont ligotés et qui ont un petit saut Canada parce qu'ils sont en train de protester contre les agissements de la société Barrick Gold, qui ne sont pas des gens très recommandables et qui ont en fait leur siège social au Canada. Donc c'est une entreprise canadienne. Donc ils protestent en fait contre les agissements d'une entreprise de leur nationalité dans des pays étrangers. Alors moi ça m'est arrivé une fois en Argentine sur un gisement de gaz de schiste où on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Qu'est-ce que je fais quoi ?» Je dis « C'est Total qui est là. » Je dis « Oui, et alors ?» C'est pas moi Total. Je ne vole pas en jet privé, moi. Elle dit « Total, c'est l'État français. L'État français, c'est toi. » Et ils avaient raison. L'État français, c'est moi. Sauf que c'est pareil, moi, je n'ai pas plus de pouvoir sur Total que... Donc, c'est aussi une histoire de gouvernance à l'intérieur des sociétés qui exploitent ces compagnies. Alors, ce qui est super intéressant, et j'arrêterai là, Magali, je parle trop. On va commencer à avoir des mots d'ordre qui sont différents. C'est-à-dire que les populations locales, en Amérique latine, elles vont commencer à dire « creusez pas un trou, faites pas la mine, parce que ça, c'est le changement climatique, on s'oppose au changement climatique ». Et en Europe, on va avoir la contestation qui va dire « laissez les petits paysans, laissez-la boire l'eau des rivières ». Donc en fait, on a une inversion des mots d'ordre. C'est que nous, on va prendre la défense des petits paysans et les petits paysans, ils vont défendre la planète. Donc c'est assez intéressant de voir comment finalement ça circule, la contestation, elle circule à l'échelle mondiale. Du coup, on vous a fait un beau panel à la fois de ce qu'est la mine et de ses impacts du coup, environnementaux et sociétaux. Donc on espère que ça vous a amené à réfléchir sur les réponses que vous avez pu produire précédemment dans les sondages. Ça a sans doute confirmé certains d'entre vous sur certains aspects et peut-être certains ont vu leur position bouger dans un sens comme dans l'autre. La question maintenant, c'est du coup, on vous a clairement démontré que les mines, ça ne rentrait pas très bien que ça dans le cadre du développement durable en tant que tel. Donc comment faire en sorte, vu qu'on a quand même besoin des métaux, on vous l'a démontré, comment faire en sorte que ces mines, finalement, elles soient le plus durables possible? Alors déjà, la première chose, c'est que souvent, quand on parle d'accès à une ressource, c'est vrai pour les ressources pétrolières, mais aussi pour les ressources minérales, on considère toujours que dans 10, 20, 30 ans, on n'aura plus de ressources. Or, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. De manière générale, ce qu'on appelle la durée de vie des réserves, elle est stable, voire elle peut augmenter. Donc, contrairement à une idée reçue, la durée de vie des réserves ne diminue pas au cours du temps. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est stable malgré le fait qu'on exploite de plus en plus de matières premières? Eh bien, tout simplement grâce, ou à cause, à vous de voir, des progrès technologiques. La première chose, c'est que déjà, on découvre, comme on continue à faire de l'exploration, on découvre de nouveaux gisements plus ou moins tous les jours. Ces nouveaux gisements, on est capable de les exploiter maintenant en surface, mais on est aussi capable d'aller les exploiter de plus en plus profondément. Donc évidemment, en allant de plus en plus en profondeur, on ouvre le champ des exploitations possibles à extraire et donc on augmente ce qu'on va appeler les réserves. De la même manière, le progrès technologique fait qu'on est capable d'exploiter des minéralisations qui sont de moins en moins concentrées, où les teneurs sont les plus faibles. C'est ce que vous voyez sur les graphes ici. Si on ne rentre pas dans le détail, on constate que toutes les tendances vont à la diminution. Globalement, si on considère le cuivre en noir, il y a un peu plus d'un siècle de ça, on exploitait du cuivre entre 10 et 20% en teneur. Au jour d'aujourd'hui, on exploite le cuivre à 0,2%. Donc vraiment, ça a augmenté évidemment la quantité de cuivre exploitable. De la même manière, les techniques de traitement du minerai, de concentration du minerai et d'extraction à partir du minerai vont être de plus en plus efficaces. Donc on va avoir une meilleure récupération des métaux. Et puis, bien évidemment, on a du recyclage qui s'est mis en place quand même depuis plusieurs dizaines d'années, qui va être plus ou moins efficace selon les métaux. Alors, si on regarde justement le recyclage, le tableau périodique des éléments ici à gauche
vous indique par les différentes couleurs la quantité, la proportion de chaque métal qui est recyclé. Pour tous les métaux en bleu, on a plus de 50% de la matière qui va être recyclée, donc ce qui est quand même une très bonne chose. Par contre, tout ce qui est en rouge, vous voyez, on va être à moins de 1% de recyclage. Or, tous ces métaux en rouge, ce sont notamment tous ces métaux dits high-tech dont on va avoir besoin dans votre téléphone, dans votre ordinateur portable, dans les véhicules électriques, dans les différentes énergies renouvelables. Donc sur tous ces métaux-là, on n'est quand même pas bon du tout. Donc en gros, ce que ça montre, c'est que le recyclage n'est pas du tout suffisant pour permettre de compenser et de remplacer la production de matières primaires. De la même manière, donc ici, si on regarde, pour certains métaux, il y a quand même des bonnes nouvelles. Si on regarde le plomb, on a quasiment les 3/4 du plomb qui est consommé actuellement qui provient du recyclage. Donc c'est vrai pour le plomb, pour l'aluminium, on est maintenant à un peu plus de 50%, mais il y a encore toujours certains métaux, et notamment ces métaux un peu plus rares, où on est vraiment, la part du recyclage est loin de pouvoir prendre le relais de la production primaire. Alors pourquoi est-ce qu'on est si mauvais en recyclage? Eh bien tout simplement parce que déjà dans nos produits high-tech, il y a énormément de métaux. Ici, vous avez les deux camemberts qui vous indiquent la quantité de métaux et de plastique présents dans un ordinateur. Donc vous voyez que dans un ordinateur, les 3/4 de la matière, ce sont des métaux. Alors essentiellement du fer, de l'aluminium, pas mal de plomb, de cuivre et de silice qu'on va être capable de retraiter assez facilement vu les quantités. Par contre, vous voyez que vous avez 0,19%. Ces 0,19% de métaux, c'est tout ça. Donc si on considère par exemple l'argent, vous voyez que dans un ordinateur portable, il y a 0,01% d'argent. Si on considère d'autres types de métaux, par exemple le chrome, on est à 0,006%. Donc vous imaginez la difficulté d'aller récupérer ces quantités infimes de métaux dans des alliages qui vont être complexes. Et pour être simple, soit on ne sait pas faire, soit c'est trop cher. Puisque c'est trop cher, pourquoi aller mettre beaucoup d'argent dans du recyclage quand c'est beaucoup moins cher d'aller extraire la matière première? Du coup, le recyclage, au jour d'aujourd'hui, il est efficace pour certains métaux, mais clairement pas pour tous. Loin de là. Du coup, on peut s'interroger, comment dans ce cadre-là, vu qu'on a besoin de matières premières, vu que le recyclage n'est pas suffisant actuellement, comment faire en sorte d'avoir des mines qui soient les plus durables possibles, alors que par définition, extraire de la matière première, ce n'est pas durable. Eh bien, la première chose à faire, en tout cas c'est notre point de vue à Marie et à moi, c'est évidemment d'intégrer le projet minier sur un projet de développement territorial sur du temps long, et pas uniquement de voir l'intérêt économique de l'extraction. Ça veut dire prendre en compte et anticiper pour essayer de limiter au maximum les impacts environnementaux et sociaux dès le début du projet, et pas une fois que la mine est construite ou que les dégâts sont faits, si on peut dire. De la même manière, il faut réfléchir à ce que va devenir le site minier une fois que la mine a fermé. Donc là, on peut imaginer plein de trajectoires territoriales différentes, certaines pouvant valoriser l'héritage minier à travers, par exemple, des musées, des visites de galeries, comme vous avez la belle galerie de Saint-Georges-d'Urtière ici en Savoie. On peut imaginer un nouveau projet minier, donc on va revenir dans notre cycle minier, donc une nouvelle activité économique. On peut également éventuellement retraiter, reprendre les déchets miniers, puisqu'on a dit qu'ils n'étaient pas si stériles que ça, et peut-être on peut avoir une activité économique qui va permettre finalement de décontaminer un peu ces déchets miniers, ou bien réfléchir dès le départ à un nouveau projet territorial qui peut être basé sur une économie complètement différente. Tout ça, ça veut dire que le projet minier doit être très en amont, réfléchi avec les gens qui vivent sur le territoire et doit être co-construit avec les acteurs territoriaux. Et comme l'a dit Marie tout à l'heure, tout ça ne peut être fait que si on a une gouvernance qui est vraiment forte et qui va pouvoir contraindre
de manière légale, réglementer les exploitations minières. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans de très nombreux pays dont je vous ai parlé. Alors, une dernière note aussi d'espoir sur d'autres types de mines. Donc peut-être que l'avenir, ce n'est plus du tout les mines comme on vous a présenté, mais on peut rêver, se prendre à rêver qu'au moins une petite partie des métaux exploités puisse provenir cette fois-ci non plus du sol, mais de plantes, puisqu'il y a de très nombreuses plantes qu'on appelle des plantes hyperaccumulatrices de métaux, qui, comme leur nom l'indique, vont puiser les métaux du sol et vont du coup stocker ces métaux, que ce soit dans leurs tiges, dans leurs racines ou dans les fleurs. Donc vous avez ici deux types d'exemples de plantes hyperaccumulatrices qui accumulent du nickel. Donc par exemple, cet arbre contient 20% de nickel dans sa sève. Et donc on a des projets actuellement en développement, alors c'est vraiment de la recherche assez exploratoire, pour essayer de voir comment faire ce qu'on va appeler de l'agro-mining, donc de la mine agricole, ou du phytomining. Donc sur des sites qui sont soit contaminés par des mines, soit sur des sols où il y a des métaux et sur lesquels on n'est pas capable de faire d'agriculture, mais où ces métaux ne sont pas assez concentrés pour avoir une mine classique dessus. L'idée, c'est tout simplement donc d'avoir une activité agricole à partir de ces plantes hyperaccumulatrices, de pouvoir récupérer les plantes en les coupant comme du fourrage, ce qui permet du coup, comme elles accumulent les métaux, de décontaminer les sols. Mais ces plantes, une fois coupées, on peut avoir des procédés pour récupérer les métaux. Donc ça peut être une petite économie extractive locale qui amène une activité agricole dans des régions où l'activité ne peut pas être faite parce que les sols sont contaminés. Et par ailleurs, quand on récupère le nickel ici, on utilise des techniques thermiques. On va brûler en fait les plantes. Quand on les brûle, on produit de l'énergie qui peut être réutilisée. Donc là, on est dans un cycle qui semble très vertueux, mais qui évidemment est loin d'être suffisant à l'échelle globale. Mais c'est des pistes de développement actuelles qui peuvent être assez intéressantes. Alors pour conclure, on peut résumer en disant que les besoins de métaux continuent de croître de manière exponentielle, que globalement la transition énergétique telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle ne va pas faire diminuer cette demande, bien au contraire, elle l'amplifie et elle la diversifie, et que le recyclage n'est malheureusement pas à même de répondre à ces besoins. Du coup, les activités extractives, elles vont demeurer indispensables pour subvenir aux besoins de nos sociétés et que le message important, c'est vraiment cette question de co-construction et de gouvernance forte dans un contexte où nous, la mine durable, on la voit surtout dans le meilleur gisement de matières premières, c'est celui qu'on ne consomme pas. C'est-à-dire que c'est de repenser la mine dans le fonctionnement des sociétés en diminuant d'abord les besoins, en augmentant la durée de vie des objets, en favorisant la réutilisation et la réparation, on n'a pas inventé l'eau chaude. Et surtout, en essayant de préconiser ce qu'on ne voit pas tellement apparaître en fait, mais des solutions low-tech. C'est-à-dire des solutions qui pourraient nous permettre d'avoir même accès à la technologie, peut-être moins rapide, mais au moins mieux recyclable et qui pourraient tenir plus longtemps dans le temps. Et on va vous laisser la parole en vous remerciant de votre attention. On est prêt pour répondre à vos questions.